Bonjour à tous, merci d'être avec nous, de continuer en tout cas ce visionnage pour ceux qui sont connectés peut-être depuis ce matin. Donc nous allons réaliser un atelier désormais sur les nouvelles technologies du numérique. Donc les nouvelles technologies du numérique aujourd'hui, vous en entendez parler, hein, je pense beaucoup. Elles viennent transformer nos modèles économiques au sein de nos entreprises. Elles viennent faire évoluer nos méthodes de travail. Vous avez certainement entendu parler du plan de l'industrie du futur, lancé par le ministère de l'Industrie notamment. Vous entendez peut-être parler aujourd'hui sur vos sites de technologie 4.0. Eh bien, ces technologies du numérique viennent transformer nos façons de travailler. Elles viennent rapprocher l'humain, les machines, grâce au numérique. Avec le numérique, on va voir comment. Dans les technologies, alors on ne les verra pas toutes ce matin, on ne les verra pas toutes aujourd'hui, on entend parler d'objets connectés, hein, d'IoT, d'Internet of Things. On entend parler dans la maintenance de prédictive maintenance, de maintenance prévisionnelle, d'intelligence artificielle aussi. On entend aussi beaucoup parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle. On entend parler aussi de drones qui assurent des missions de surveillance sur les sites, et puis aussi d'imprimantes 3D. Vous avez entendu parler certainement de ce sujet, et puis aussi de développement applicatif en mode graphique, sans programmation, du no-code. On va voir tout ça. Alors, je voudrais vous présenter nos invités ce matin. On va voir avec eux quels sont les impacts des nouvelles technologies, du numérique, sur le métier de la maintenance. On va voir 2 exemples de technologies. Et pour ça, j'ai invité donc Yannick Marion sur notre plateau. Bonjour à tous. De la société Biels. Yannick, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de Biels très succinctement avant qu'on rentre dans le sujet? Avec plaisir. Bonjour à tous. Je m'appelle Yannick Marion. Je suis le CEO d'une société qui s'appelle Biels. C'est une entreprise technologique française basée sur Grenoble. Et notre particularité, c'est qu'on a développé un nouveau système de production. Ce nouveau système de production permet de pouvoir produire la juste quantité au moment souhaité et au plus près du besoin. Et dans le cadre de la maintenance industrielle, c'est un super outil pour pouvoir disposer de façon quasi immédiate de pièces de maintenance, sans limite dans le temps, et surtout de réduire le stock de pièces immobilisées, et donc finalement d'être compliant avec le service finance. Excellent Yannick, c'est très innovant, on va en parler. Tu es basé où, rappelle-nous? Sur Grenoble. À Grenoble, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Je me tourne vers Enguerrand Charlopin maintenant. Bonjour Jean-Luc. De la société Algotech. Enguerrand, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots également? Bien sûr. Et nous parler d'Algotech très Bien succinctement. sûr. Donc Enguerrand Charlopin, moi je suis le directeur commercial de la société Algotech. Algotech, c'est une PME française basée au Pays Basque qui existe depuis 1999. Et aujourd'hui, on est là pour présenter une nouvelle technologie qu'on a mis au point depuis quelques années en mode start-up du coup. Voilà, donc ravi de pouvoir présenter notre activité. Eh bien, merci d'être là. En tout cas, ils ont mis leur plus beau t-shirt ce matin. Hein, c'est un peu la Startup Nation, cet atelier. Alors, on va regarder donc, ces technologies ensemble. Vous allez nous expliquer quelles technologies vous proposez exactement du numérique. Voilà. En quoi c'est nouveau? En quoi c'est innovant? Voilà, cette technologie. Alors, qui est-ce qui veut commencer? Peut-être Yannick ou Avec plaisir. Enguerrand. Avec C'est quoi plaisir. ta technologie? Donc, alors, nous, notre technologie s'appelle Biels Cloud Manufacturing. C'est une technologie qui, dans l'usage, permet, depuis un entrepôt numérique, donc un lieu où on vient plus stocker finalement la pièce physiquement, mais on vient stocker ce qu'on appelle, nous, chez Biels, l'ADN d'une pièce. Donc, c'est quoi l'ADN d'une pièce? C'est l'ensemble des caractéristiques techniques, mécaniques, esthétiques, le fichier 3D de la pièce, plus tous les paramètres machines qui permettent de produire la pièce au cahier des charges, qui sont stockés dans ce qu'on appelle l'ADN. Et cet ADN est dans un lieu sécurisé qui appartient au client, qui est accessible uniquement pour le client. Et on vient mettre en face de cet ADN des moyens de production issus de la fabrication additive, donc l'impression 3D industrielle, qui sont soit chez nos clients, en interne, soit chez des prestataires professionnels qui ont des machines industrielles de fabrication additive en capacité de pouvoir produire la pièce au cahier des charges. Et concrètement, comment ça se passe? De ce stock numérique, on est en capacité de pouvoir produire à la demande. Ça va de une pièce tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ce
qui peut être le cas dans la maintenance, jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000, voire 1 million par mois, si besoin, en fabrication additive. Et lorsqu'on commande, on va dans son entrepôt numérique, dans son lieu digital, et c'est comme sur du e-commerce. On intègre le nombre de pièces, le lieu de livraison, et le système après se débrouille pour pouvoir trouver le moyen de production qui est disponible en temps réel, en capacité de pouvoir produire la pièce au cahier des charges, et surtout au plus près du lieu de livraison. Ah, c'est passionnant, Yannick. Donc dans les technologies là, que tu utilises chez Biels, moi je retiens, donc il y a du stockage numérique. Oui. Donc j'imagine que c'est du centre d'hébergement. Exactement, c'est du cloud, c'est du cloud, exactement. BCM se présente sous une forme de logiciel en SaaS, ça veut dire logiciel, un service en ligne. Un service en ligne accessible via un simple navigateur. Donc on se connecte, c'est l'adresse. Exactement, c'est une adresse mail avec un login password. Biels.com. C'est BCM. BCM pour Biels Cloud Manufacturing. On se connecte sur son espace BCM et de là on a accès à un système de production qui est à géométrie variable, qui est complètement collaboratif, parce qu'on vient mettre à disposition des moyens de production disponibles par rapport à des besoins de production en temps réel, et ça permet de pouvoir produire une pièce aujourd'hui en France, exactement la même le lendemain en Australie si on le souhaite, et dans le cadre de la maintenance, 50 ans plus tard, on pourra reproduire la même pièce sans avoir des enjeux de continuité au niveau du sourcing, etc., de s'assurer que le fournisseur est encore là. Donc il y a un vrai gain d'autonomie pour l'industriel quant à ses besoins de pièces de maintenance. Donc vous mixez, donc on l'a dit, le cloud, les technologies du numérique pour stocker et accéder à des services en ligne. Ensuite, il y a donc, je retiens la technologie de la fabrication additive. Exactement. Hein, c'est bien ça, les imprimantes 3D dont on entend parler. Exactement. Alors, pourquoi additif? Fabrication additive, c'est simplement parce que c'est une technologie qui construit une pièce par l'ajout de matière. Ouais. C'est l'inverse de fabrication soustractive où finalement on part d'un bloc et on vient creuser la pièce. D'accord, on construit sa matière. Exactement. Et donc en fabrication additive, ce sont des technologies qui pour certaines ont plus de 35 ans aujourd'hui. Déjà. Et donc là, on parle bien de fabrication additive parce qu'on est vraiment dans le monde professionnel. C'est vraiment des outils de production industrielle. C'est des pièces qui sont techniques, c'est des pièces qui ont des résistances mécaniques, qui résistent à la chaleur. On a des clients qui utilisent nos pièces, qui utilisent BCM pour produire des pièces qui vont en autoclave, d'autres qui sont utilisés dans l'IoT et dans le cadre de la maintenance. On a de l'engrenage, on a tout un ensemble de pièces qui ont des contraintes mécaniques assez fortes et qui sont réalisées en fabrication additive. Donc effectivement, on s'appuie rarement sur la technologie qu'on voit au JT le soir, c'est la dépôt de fil. C'est pas le dépôt de fil. On peut parce que l'avantage de ces technologies-là, c'est qu'on peut avoir des matières assez exotiques. Et pour certains cas d'usage, ça peut avoir un intérêt. Mais on est plutôt sur des vraies machines industrielles, à la fois fritage pour pouvoir, à base de poudre plastique pour pouvoir faire des pièces en plastique, mais aussi à base de poudre métallique pour pouvoir faire des pièces métalliques aussi. Donc les matériaux utilisés, le plastique. Le plastique, le métallique, ça peut être du céramique dans certains cas d'usage. D'accord. Parce que fonctionnellement, la céramique a des propriétés peut-être. Des propriétés techniques importantes pour la fonction. Donc on peut aussi utiliser la céramique, effectivement. Donc, puis la résine. Technologie, fabrication additive, le cloud, la 3D pour les plans, on va en parler dans un instant. Eh bien, merci Yannick pour ces explications sur la technologie. Donc ça, c'est nouveau ou c'est pas nouveau, tu disais? Alors le cloud manufacturing, ça a été théorisé aux alentours des années 2010, mais c'est extrêmement nouveau. La mise en œuvre est très nouvelle parce que c'est rendu possible par un assemblage de technologies qui n'existaient pas avant et par l'évolution et le développement d'autres que nous on est en train de faire et qu'on fait actuellement en interne. Donc c'est possible par ces technologies-là. Avant, c'était pas possible. Aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir le faire. Donc une véritable innovation et vous surfez sur cette innovation. Exactement. Très bien, merci Yannick. Alors on va passer à Enguerrand Charlopin sur le sujet d'Algotech. Quelle est la technologie que tu proposes chez Algotech? En quoi c'est nouveau? En quoi c'est innovant? Alors en fait, chez Algotech, on est éditeur de logiciels et il y a quelques années, on a décidé de se lancer sur une nouvelle technologie pour accompagner la transformation numérique du monde de l'industrie et du bâtiment. Et on s'est rendu compte que cette transformation est passée par l'acceptation et l'utilisation par l'utilisateur final de ce type d'application qui allait lui transformer sa vie, passer du papier au numérique. Et donc on a eu l'idée de développer une plateforme d'applications web et mobile
qui permet de créer sans compétences de développeur, donc on utilise la technologie no-code, sans compétences de développeur, des applications métiers, et notamment autour de la maintenance, autour des métiers techniques. Le no-code. Le no-code, ça veut dire exactement. sans code informatique, c'est ça? Exactement. Comment ça marche ça Donc en fait, c'est un mélange de sans code et de ce qu'on appelle de visual programming. Donc l'utilisateur final, programmation visuelle, voilà, j'imagine. programmation visuelle. L'utilisateur final va pouvoir créer ses propres applications en faisant des agencements de tâches. L'idée, c'est de pouvoir agencer des tâches qui font appel à des données. Ces données sont structurées soit dans des logiciels externes comme une GMAO, soit dans les logiciels du système d'information du client. Et donc, ce que l'on vend à nos clients, c'est qu'on arrive chez eux, on ne va pas modifier leur infrastructure informatique, on va venir se plugger dessus et on va pouvoir développer des applications qui utilisent les données de leur système d'information. D'accord. Et ça, c'est nouveau, cette technologie de programmation ou de développement sans code? C'est quelque chose qui... Alors, le no-code, ça existe depuis une bonne quinzaine d'années. L'innovation qu'on va apporter dans le no-code, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire plus de choses, beaucoup plus complexes grâce à notre système, que ce qu'on peut faire avec des applications no-code, comme par exemple créer un formulaire ou créer un site web. C'est des choses qui sont très simplifiées aujourd'hui. Mais là, on pousse le bouchon beaucoup plus loin avec cette technologie, puisque en plus de ça, on l'intègre complètement au système d'information du client. C'est vendu intégré. Voilà. Donc vous êtes vraiment sur la continuité numérique. Exactement. Vous allez développer des applications avec vos clients C'est ça. rapidement C'est ça. En pour transformer numériquement on fait aussi face à aujourd'hui une pénurie de développeurs dans le monde du développement informatique. Et donc le fait de pouvoir disposer d'outils simples à mettre en œuvre permet d'aller beaucoup plus vite dans la création des applications. Et donc là, en quelques jours, on peut avoir un produit minimum viable qui est disponible et utilisable. Ça permet d'avoir un retour rapide de l'utilisateur et donc de pouvoir faire les correctifs ou les agencements nécessaires pour vraiment répondre à ces attentes. D'accord, donc ça c'est vraiment innovant. On voit le no-code. Je crois que quand on s'était vu, tu me parlais également du low-code. Oui. En fait, très faible programmation, il y a également tout à fait. Des subtilités. Il y a des subtilités. En fait, le no-code fait partie du marché du low-code. Le low-code qui est un marché très vaste. Aujourd'hui, tous les grands éditeurs de logiciels du monde entier vont sur ces technologies-là. La différence, c'est que dans le low-code, on va avoir une part de code informatique à écrire. Et donc, l'innovation qu'on propose, c'est de pouvoir faire l'équivalent du low-code avec du no-code. Justement. Donc pas de code. Ok. Pas de code donc on peut vraiment y aller, venir Exactement. sans compétences informatiques. Bon, très bien. Alors on va rentrer dans le détail. On a vu les technologies, en quoi elles étaient innovantes. On a parlé de fabrication additive, de cloud, de 3D, de programmation, donc no code. Tout ça c'est nouveau. Vous avez les mots-clés pour bien décortiquer ces sujets. Donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec vos solutions. Vous allez nous décrire peut-être votre service, peut-être comme si j'étais un nouveau client, un nouvel utilisateur. Comment ça marche de bout en bout? Qu'est-ce qui se passe, peut-être Yannick, sur BCM? Je me connecte à BCM. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que je fais en tant qu'utilisateur? Ok, donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un exemple plus axé maintenance. C'est un peu la thématique d'aujourd'hui, donc pour que ça parle à tout le monde. Donc, alors déjà dans un premier temps, il faut avoir la volonté d'aller vers des systèmes innovants de gestion de pièces détachées dans son entreprise. C'est avant tout, d'ailleurs je dirais, c'est la clé de voûte du succès du projet. Ensuite, c'est extrêmement simple. L'avantage de BCM, c'est qu'il a une partie libre d'accès. Donc on paye rien du tout. On dispose d'un outil de production infini sur des technologies qui sont les dernières présentes sur le marché sans avoir besoin d'investir dans aucune machine. Donc, pas les machines. On profite du réseau. Exactement. Donc déjà, il suffit d'avoir uniquement les accès à BCM. Une fois qu'on a les accès à BCM, la première donnée d'entrée, c'est le fichier 3D de la pièce. Donc je viens avec, je veux fabriquer ma pièce détachée. Exactement. Je fournis le fichier 3D sur la plateforme. Exactement. Alors, soit il peut y avoir différents cas d'usage dans le cadre d'une maintenance industrielle. Soit c'est le bureau d'études en interne qui a dessiné la pièce. Dans ce cas-là, on a le fichier 3D. Soit c'est une machine qui est propriétaire d'un fournisseur. Dans ce cas-là, il faut demander au fournisseur son fichier 3D s'il le souhaite. Et s'il ne le souhaite pas, il faut l'intégrer dans cette boucle, cette tripartie entre l'industriel qui fait sa maintenance, Biels, et le fournisseur pour pouvoir mettre en place un nouveau business model qui est uniquement on va dire, qui apporte une
une rétribution à la propriété intellectuelle du fournisseur sur la propriété intellectuelle de la pièce. Ah oui. Et donc si finalement, le fabricant ne veut pas donner son fichier 3D au client, on peut lui demander de le faire sur BCM pour que ça reste confidentiel. Pour que ça reste confidentiel et qu'il soit rémunéré quand même, parce que son business model peut être aussi sur la gestion de pièces détachées. Pour le fournisseur, et donc dans ce cadre-là, il faut pas lui non plus lui couper l'herbe sous le pied. Excellent. Donc on est en capacité de pouvoir le faire. Alors une fois qu'on a posé donc son fichier 3D, soi-même ou par l'intermédiaire du fabricant qui trouve un intérêt, qu'est-ce qui se passe après pour fabriquer cette pièce? La première étape, c'est construire l'ADN de cette pièce-là. L'ADN. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, l'ADN, c'est l'ensemble des caractéristiques techniques, mécaniques, esthétiques, le fichier 3D qu'on a déjà intégré dedans, plus l'ensemble des paramètres machines qui vont permettre de produire la pièce au cahier des charges. Cet ADN, il y a deux façons de le construire. La première façon, c'est la façon la plus simple, c'est par un guide d'usage. Donc on va avoir c'est un questionnaire d'usage. On va avoir différentes questions techniques. Typiquement, est-ce que ma pièce doit résister aux rayons UV? Est-ce qu'elle est dans un environnement qui est soumis aux hydrocarbures? Est-ce qu'elle est dans un environnement qui monte très haut en température? Bref, tout un ensemble de questions qui au final va permettre aux algorithmes de BCM de proposer le meilleur couple matière-machine en capacité de pouvoir produire la pièce au cahier des charges. Une fois qu'on a construit cet ADN, on rentre dans une phase qu'on pourrait appeler dans l'industrie traditionnelle les pré-séries. C'est pour s'assurer. On valide. Exactement. C'est s'assurer physiquement une série. Voilà, que la pièce, elle fait le job dans la vraie vie. Et donc on reçoit sa pièce. On produit 1, 2, 3, 15 en fonction de l'usage. Pour passer ça entre guillemets sur banc d'essai. Et une fois que ça fait le job, alors si ça fait pas le job, il y a une petite boucle d'itération qui est très très rapide. D'ailleurs, du moment où on rentre la première pièce et qu'on a finalisé l'ADN, c'est 10 jours pour avoir la pièce en main. D'accord, en délai. C'est très très court. Et puis une fois que l'ADN est, en tout cas la pièce a fait le job, on vient verrouiller l'ADN et l'ADN vient finalement se stocker à vie dans l'entrepôt numérique du client. La bibliothèque en ligne. Exactement. Très bien. Et après, c'est aussi simple que sur du e-commerce. Et après, j'appuie sur un bouton dès que j'en ai besoin de cette pièce. Exactement, c'est aussi simple que du e-commerce. On met le nombre de pièces qu'on veut dans un panier, adresse de livraison, boum, ça part en prod. Les délais moyens de fabrication là, alors les délais moyens, est prête. On est aux alentours des 10 jours calendaires de la commande à la livraison. Le record, on l'a battu il y a 2 semaines, où de la commande à la livraison, on était à 2 jours. Et pour quel volume Alors, on a des clients qui commandent notamment dans le cadre de la maintenance. C'est un cas d'usage énorme dans la maintenance, c'est de la pièce unitaire. Parce que il en faut une. Il en faut une. Et celle qu'on veut, on l'a jamais en stock. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est la pièce unitaire. Après, je pourrais peut-être expliquer plus tard qu'est-ce qu'on met en place chez nos clients dans le cadre de la maintenance pour les pièces, pour identifier les pièces critiques. Donc ça va d'une pièce à des commandes de 10 000. Tu avais déjà eu des grosses séries? Des grosses séries de 10 000. De 10 000 pièces. De 10 000 pièces qui ont été produites. Et c'est fabriqué où? C'est en France? C'est en région? Exactement. Si on prend l'exemple on est en région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. L'ensemble de nos clients en Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont un besoin de production sur un usage en Aura, produisent localement, c'est-à-dire produisent en Aura. Fabrique locale, proximité. Local. Très bien. Exactement. Eh ben, parfait. Passionnant, Yannick. En tout cas, BCM, vraiment, je vous invite à découvrir ce service sur Internet. Alors, on va demander maintenant à Enguerrand Charlopin de la société Algotech comment fonctionne la solution que tu as développée, que vous avez développée chez Algotech. Comment s'appelle cette solution? Très bien, la solution s'appelle Vision. C'est donc une plateforme de développement d'applications web et mobiles. On va avoir 2 types d'utilisateurs. Il va d'abord y avoir les modélisateurs ou les développeurs qui vont donc développer sur notre studio Vision. Ce studio comporte plusieurs modules et c'est là où j'expliquais un peu le sujet de l'innovation, c'est qu'on a intégré tous ces modules qui permettent notamment de créer ses propres modèles de données, de créer ses propres processus ou workflows, donc c'est des enchaînements de tâches, qui va être capable aussi de créer ses propres connecteurs avec les différents logiciels du système d'information. Et aussi, on va pouvoir personnaliser ces interfaces. Donc, on a des interfaces avec des boutons, des logos, des fonds de plan, etc. qu'on va pouvoir personnaliser et positionner. Donc ça, c'est pour les développeurs. Une fois qu'ils ont développé, ils vont pousser l'application sur un serveur SaaS et cette application deviendra disponible pour les utilisateurs finaux. Si on prend le cas de la maintenance, la modélisation des applications peut être faite soit par le client final, soit par Algotech ou un intégrateur tiers.
Le technicien de maintenance, lui, va utiliser l'application finale et qui est poussée sur le serveur et qui est souvent connectée à la GMAO. On va permettre, par exemple, dans le cadre de la maintenance, de proposer des compléments, des outils complémentaires à ce que vous pouvez proposer dans vos workflows de GMAO pour répondre à des besoins spécifiques ou à des clients qui ont, eux, une activité spécifique. Voilà le principe. Donc, je retiens Vision, c'est le nom de cette solution, hein, avec donc un studio de développement. C'est ça. Sans code, on rappelle, c'est du visuel. Je crois qu'il y a un certain nombre de modules qui sont intégrés dans l'application. On a entendu parler, les processus, créer mes processus, mes workflows graphiquement, mes interfaces web, mobile, puisque je crois que vous fonctionnez sur Android et Apple. Exactement. Et vous avez également la possibilité de créer des connecteurs avec le système d'information pour assurer, je vais tirer des données dans les logiciels, les gérer dans des processus et redonner de l'information. Tout à fait. L'exemple clé dans la GMAO, c'est d'aller chercher par exemple des listes d'équipements, des informations sur les équipements, des informations sur les bons d'intervention qui sont passés. Et tout ça dans l'objectif à terme d'aider à la maintenance prédictive. Donc de pouvoir récolter, collecter toutes ces données et après de pouvoir les analyser dans un deuxième temps. Et on peut se connecter, j'imagine, à SAP ou à d'autres solutions. Exactement, tout à fait. L'idée, c'est d'agréger la donnée et de la mettre à disposition du technicien pour qu'il puisse intervenir à la fois en sécurité, qui est un des premiers besoins qui nous est remonté aujourd'hui, et après optimiser son intervention, la faire de la manière la plus efficace possible. Bon, retenez bien la solution Vision de la société Algotech pour réussir vos projets de transformation numérique et assurer cette continuité entre vos outils et faire des applications intermédiaires. Alors, on va terminer sur des cas concrets. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez des exemples à nous donner, notamment dans les services maintenance, parce que vous ne traitez pas qu'avec les services maintenance, mais dans le service maintenance, qu'est-ce que vous avez comme cas d'usage? Qu'est-ce que vous avez déjà fait avec des clients? Yannick? Alors, je vais prendre un cas d'usage d'un client qui nous autorise à communiquer dessus. Bon. Donc, ce client s'appelle, c'est le groupe Arémon, qui est un groupe, une ETI française basée principalement autour de la région grenobloise. On travaille dans quel secteur d'activité? Alors, principalement automobile. Et nous, on travaille beaucoup avec une branche d'Arémon qui s'appelle Arémon Life, qui est plus pharmaceutique. Life, ouais. Peut-être le life science ou biomédical ou... Ouais, c'est exactement, c'est toute la partie un peu pharmaceutique où ils font du contenant, etc. Des produits aussi, exactement. Donc on travaille avec eux. Alors, comment ils utilisent BCM? Eux, il y a différents cas d'usage chez eux. Le premier, c'est pour pouvoir gagner en autonomie quand on a besoin d'obtenir de la pièce de maintenance dans le temps. Donc, comment ça se passe? Ils utilisent BCM pour pouvoir avoir des pièces qui sont... Ça peut être de l'engrenage, ça peut être des morts de pince pour de la robotique, ça peut être des guides, etc., etc. Donc, il y a tout un ensemble de pièces qui sont d'usure, qui sont intégrées dans BCM. Il y a des pièces qui sont pour de l'amélioration continue des lignes de production, pour augmenter les performances de productivité. Il y a des pièces qui sont créées, designées et produites sur BCM pour améliorer l'environnement de l'opérateur. L'ergonomie des pièces, exactement, l'ergonomie. Pour concevoir des pièces sur les machines, hein. On est en production là. Sur les machines en production et puis après sur les opérateurs quand on est par exemple sur du conditionnement pour pouvoir aider l'opérateur à bien positionner le carton pour que quand il y a l'imprimante objet d'encre qui vient imprimer le code barre sur le carton, que ça soit toujours bien au bon endroit et qu'il ne soit pas comme ça en train de construire des cales pour ajuster le poste de travail. Tout un ensemble de pièces et puis l'avantage c'est qu'on peut mettre maintenant des codes couleurs. Donc en fonction des lignes, ça peut être une ligne bleue, une ligne jaune, etc. On peut choisir la couleur de sa pièce. Exactement. Et donc dans ce cadre-là, c'est extrêmement facile pour un opérateur de maintenance de savoir déjà que cette pièce-là ou sur quelle ligne elle va. Et puis lorsqu'il cherche une pièce qui peut-être qu'il y a des pièces qui, par exemple, sur des guides pour poser les cartons, en fonction des formats des cartons, c'est différents guides. Et donc en fonction de l'opération de maintenance pour pouvoir mettre en place le poste, c'est extrêmement simple parce que c'est visuel de trouver la bonne pièce au bon moment. Donc un des bénéfices, c'est la
conception de pièces Exactement. sur le processus pour l'améliorer. La conception. Est-ce qu'il y a d'autres gains, d'autres avantages? Le gain économique, il est assez incroyable. Alors, chaque pièce qui est éligible à BL's Cloud Manufacturing, c'est 70% d'économie de TCO. Le TCO, c'est le coût total de possession de la pièce. Ah oui, le total cost of ownership, le coût de possession. Et donc, c'est moins cher parce qu'on n'a plus la pièce. Exactement. Alors, pourquoi c'est moins cher? Alors, parce qu'il y a tout ce qui est dimension tangible. Donc, le coût des stocks, l'immobilisation, le coût d'achat, exactement. Bref, la gestion des fournisseurs dans le temps, etc. Tout ça, lorsque c'est mis bout à bout, plus tout ce qui est intangible, qui est l'impact chez le client de notre client lorsqu'il y a un retard de production. Bref, tous ces coûts-là qui tapent aussi son image de marque, finalement. Lorsqu'on fait une loi de Pareto sur ces coûts-là, un 20-80, on se rend compte que sur certaines pièces, on est vraiment très bénéfique en termes d'économie. Et en moyenne, dans le cadre de la maintenance, on a 70% d'économie. Et gain financier. Et parfois, même juste sur la pièce elle-même, on peut des fois diviser les prix par deux par rapport à une obtention traditionnelle. La pièce peut être produite moins cher. Avec en plus de l'ensemble des autres avantages qui viennent s'additionner après derrière. Eh ben, retenez bien en tout cas ces bénéfices et ces avantages que vous allez pouvoir tirer au sein des services maintenance avec BCM. On va, avant de conclure, également voir les avantages, les exemples peut-être concrets que l'on a peut-être avec Vision. Tout à fait. En quelques mots, Vision, vous avez la partie développeur et là-dessus, on a des retours très concrets puisque grâce à une plateforme de développement no-code, on gagne entre 5 et 10 fois le temps nécessaire pour créer l'application et donc le coût, on va plus vite et c'est moins cher. Et la satisfaction finalement de l'utilisateur qui va avoir l'application entre les mains va être aussi décuplée. Ça, c'est le premier point pour la partie développeur. Après, les applications qui sont issues de notre logiciel, elles, le ROI se calcule principalement en gain de temps, la facilité d'accès à l'information. Si je prends un exemple dans la maintenance, on a un client qui fait de la maintenance de moteurs. Pour pouvoir intervenir sur ces moteurs, il n'avait pas juste besoin des gammes de maintenance de sa GMAO, il avait besoin de faire appel à des documents présents dans des logiciels très spécifiques qui sont liés notamment avec l'armée, à des bases de données qui sont en dehors de la GMAO, et donc il fallait agréger toutes ces informations pour les mettre à disposition du technicien sur le terrain. Ça lui évite d'aller chercher une information, d'aller appeler, d'aller au bureau. Voilà, tout est agrégé dans son application mobile et donc il gagne un temps fou. Donc des solutions complètement personnalisables qu'on va développer. Donc j'ai retenu 5 à 10 fois plus vite que si on faisait appel à des prestataires extérieurs. C'est beaucoup moins cher, on développe soi-même ou avec l'aide de son intégrateur ou éditeur. Et on va donc faire sa transformation numérique brique par brique avec des applications qui vont répondre à un besoin complémentaire peut-être de la GMAO ou de l'ERP ou d'autres sources de données. Exactement, sans avoir à toucher, à revoir l'infrastructure existante. C'est venez comme vous êtes et on saura vous trouver une solution. C'est passionnant en tout cas, la solution Vision. On arrive à la conclusion de cette première partie d'échange. On va bientôt passer aux questions du public. Je crois que vous avez été nombreux à poser des questions pendant cette première partie. Donc on a vu des exemples du numérique qui viennent faire évoluer les méthodes de travail et les modèles économiques dans les entreprises et notamment au service maintenance, mieux réussir sa transformation numérique avec Vision et puis réaliser, produire à la demande ces pièces détachées, concevoir des pièces peut-être d'ergonomie du poste de production avec BCM Cloud, BL's Cloud Manufacturing. Exactement, BL's Cloud Manufacturing. Bon. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette première partie. Et maintenant, place aux questions. Je me tourne vers Valérie en coulisses, en régie. A-t-on des questions, Valérie ? Tout à fait. Nous avons réceptionné des questions tout au long de ce plateau. Échange passionnant. On va démarrer par une question de Bertrand qui s'adresse aussi bien à Algotech qu'à BL's. Pensez-vous que ces technologies soient encore réservées aux grandes entreprises ? Bonne question. Souvent, les innovations, on les voit sur les grands groupes et puis on peut attendre dans la PME. Est-ce que c'est le cas de vos technologies, vos solutions ? Allez-y, qui veut commencer ? Est-ce qu'on peut aller sur la PME
Alors, PMI. clairement, d'ailleurs, c'est presque un avantage pour les PME d'utiliser BCM. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'immédiateté dans notre système et dans ces entreprises à taille humaine, il y a de l'immédiateté dans la mise en œuvre. Donc c'est un réel avantage pour les PME d'utiliser BCM. Nous, aujourd'hui, on travaille avec tout type d'entreprise. Ça va de la start-up qui est en train de créer son produit au grand groupe industriel qui a des enjeux de pièces détachées, des pièces de construire des produits ou faire de la maintenance industrielle. Pas de limite de taille, de moyens, il n'y a pas de coût d'entrée. Non, il n'y a pas de coût d'entrée. BCM maintenant est en accès libre. Donc c'est d'autant plus efficace. Et on parlait de retour sur investissement tout à l'heure. Le retour sur investissement, il est immédiat. Sur la première pièce qu'on met dans BCM, on peut déjà gagner de l'argent en l'utilisant comme ça. Et dès les premières fabrications. Exactement. Et en plus de ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais on devient éco-responsable par l'usage. Il y a un côté environnement. On produit au plus près du besoin. Donc on devient, sans forcément que ce soit le leitmotiv, on devient quand même éco-responsable. Et dans un monde où, de toute façon, ça devient de plus en plus important, que ça soit pour travailler avec un client, que ça soit pour pouvoir recruter des gens, avoir des talents, d'avoir une vraie dynamique environnementale dans la prise en compte de son activité, là, quelque part, c'est induit dans l'usage d'être éco-responsable. Donc produire moins cher et plus près de chez soi. Exactement, tout en étant éco-responsable. Donc on diminue, j'imagine, les coûts de transport, effectivement. En tout cas le CO2 lié au transport. Alors Algotech, peut-être ces technologies, est-ce qu'elles sont réservées aux grands groupes ou aussi aux PME, on a des exemples? En tout cas, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, je pense que la transformation numérique n'est pas que l'apanage des grands groupes. En tout cas, nous, ce que l'on peut voir sur les premières affaires que l'on a vendues avec Vision, on travaille à la fois avec de la PME, de TPE, de l'ETI et du grand groupe. Donc, pour le coup, on pas de limite de taille. Pas de limite de taille. Pas de ticket d'entrée important. Non. Très bien. Merci pour vos réponses. Alors, je vois une autre question, Valérie ? Oui, tout à fait. Donc, une question pour Biels. Je pense Brigitte, qui nous pose la question, se place, je pense, dans le contexte Covid. Vos clients sont-ils impactés par la pénurie de certaines matières premières ? Ah oui. Est-ce que ça a impacté votre modèle là ? Alors, est-ce que nos délais se sont allongés sur BCM ? Non. Est-ce que nos clients sont impactés par, par des pénuries de matières premières dans l'ensemble de leur activité ? Oui. L'avantage qu'on a, c'est qu'on utilise des matières premières qui sont produites en Europe, pour certaines. Des entreprises comme Arkema qui font les poudres plastiques. Donc ça vient d'Europe. Donc pour le moment, on n'enregistre pas de pénurie de matières premières autour de la fabrication additive. À ma connaissance, que ce soit sur du plastique ou sur du métal, on n'a pas de pénurie à ce niveau-là. Donc voilà, si je peux répondre il n'y a pas de coût de transport aussi qui vient augmenter la facture peut-être de la pièce ou... Alors, on serait resté en traditionnel et avec un sourcing chinois, on serait pris l'augmentation du container. Là aussi. Là, l'avantage, c'est qu'on produit localement. Donc, le coût du transport, c'est le TNT qui fait 20 bornes ou le Colissimo qui en fait 150. Mais voilà. Merci. Merci pour cette réponse. Valérie, as-tu d'autres questions ? Oui, une dernière question qui nous place dans un contexte peut-être un peu plus général que les sujets cloud manufacturing et no-code. Faut-il envisager une transformation numérique par étape ou d'un seul bloc sur vos technologies ? Intéressant, oui. Quand on adopte une nouvelle technologie, il y a toujours une part un peu de test. On veut vérifier que cette technologie s'adapte bien à son organisation. Alors comment on y va respectivement sur vos solutions ? Est-ce qu'on y va par étapes ? Est-ce qu'on fait un POC, une preuve de concept ? Est-ce qu'on fait un prototype ? Est-ce qu'on y va d'un coup ? Comment ça marche là ? Quels sont vos conseils ? Peut-être Enguerrand ? Oui, alors là-dessus, on a un petit peu travaillé. On a essayé d'analyser nos clients par rapport à nos solutions. Et ce qu'on remarque, c'est que la transformation numérique est faite de beaucoup de petites victoires. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt étape par étape. Une fois qu'on a réussi quelque chose qui tourne, notamment dans le logiciel, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, chez nos clients, il y a à peine 15 à 20% des applications qui sont utilisées, vraiment, par les utilisateurs finaux. Et donc l'idée, c'est plutôt d'y aller étape par étape et d'avoir des choses qui sont utiles. Et comme ça, on avance. Voilà. Et donc des petites victoires, par application. Exactement. Des petits pas, on fait une première application, puis une seconde. Ok.
on y Exactement. va. Et c'est pas du jetable, c'est Non. pas du prototype qu'on met à la Non, poubelle. non, Souvent, non. on l'utilise. Voilà, Ce premier test. Effectivement, nous, en tout cas, la première étape chez un client, ça va être une étape de ce qu'on appelle design thinking, c'est-à-dire qu'on va travailler à modéliser l'application avec nos clients de manière graphique. Et ensuite, on va très vite mettre dans les mains un premier prototype, un produit minimum viable qui fonctionne tel qu'il est. Et après, sur lequel on va améliorer, apporter des améliorations et préciser les besoins de nos clients. Eh ben, super. Donc, on peut y aller étape par étape. Sur BCM, alors sur Biels, comment je viens? Je commence par quoi? Je suis un service maintenant. Je n'ai jamais fait appel encore à tes services. Yannick, je peux démarrer facilement? C'est extrêmement simple. Et l'avantage de BCM, c'est qu'on peut le faire étape par étape, c'est-à-dire pièce par pièce. Nous, on conseille toujours nos clients qui n'ont pas identifié le bout de ficelle par lequel commencer, de commencer par des pièces qui sont extrêmement simples, des pièces qui ne sont pas, qui n'ont pas trop de contraintes normatives, qui n'ont pas trop de contraintes techniques, mais qui ont quand même un enjeu en termes de disponibilité. Lorsqu'elles ne sont pas là, ça pose problème. Donc, on les accompagne à identifier ces pièces. On peut se rendre sur site. Si le client est une TPE ou une PME et qui n'a pas forcément de service de bureau d'études en interne, on est en capacité aussi de les accompagner. On a à notre disposition des designers industriels qui sont en capacité de pouvoir dessiner la pièce si toutefois elle n'est pas existante en fichier numérique. Et donc, on commence avec une pièce, puis deux, puis trois. Et puis, ce qu'on se rend compte dans l'usage, c'est qu'au final, c'est les collaborateurs de l'entreprise qui s'approprient ensuite l'outil et qui ont ensuite des idées d'amélioration, des idées de pièces, qui ensuite identifient des pièces qui seraient probablement éligibles, etc. etc. Et au final, ça se déploie en toute simplicité dans l'organisation de la société. Sachant que BL, ce n'est pas quelque chose qui vient se remplacer quelque chose, c'est quelque chose de supplémentaire qui est en plus interfaçable avec d'autres systèmes d'information si le client le souhaite. Si on veut rentrer dans l'apogée de l'industrie 4.0, on est en capacité, dans le cadre de la maintenance, lorsque des capteurs identifient sur une machine une pièce qui déconne, automatiquement le système peut envoyer un ordre de production à BCM, automatiquement BCM lance une production, le colis arrive sur le bureau de l'opérateur de maintenance et il reçoit de son GMAO: ah bah si, je dois faire cette maintenance, voilà, c'est pour ça que j'ai ce colis là. Donc on peut vraiment aller très loin dans l'automatisation et ça simplifie finalement tout le côté gestion et administration du service maintenance. Et puis intégrer ça à sa GMAO pour avoir Exactement. Les prévisions d'usage des pièces. Exactement. Pour pouvoir faire ses approvisionnements au bon moment. C'est magnifique. On arrive sur la fin de l'atelier. Je pense qu'on va conclure. Je vais me tourner vers mes deux invités. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez un message à faire retenir, si on devait retenir quelque chose de votre passage, votre technologie, votre solution, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne comme idée forte? Alors, je vais en profiter, j'ai vu passer une question qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que BCM, c'est un lieu privé qui est sécurisé, où les pièces qui sont dans BCM ne sont pas accessibles à tout le monde. Simplement, les pièces qui sont dans BCM sont accessibles à la personne qui a déposé ces pièces. Elle a la possibilité de les partager avec d'autres entrepôts, mais la confidentialité. Il y a la confidentialité dessus. Ce que je voudrais en profiter, c'est dire c'est extrêmement simple. C'est facile d'accès. Il faut venir nous voir, il faut nous exposer la problématique, la vision de la maintenance dans votre société, et ensuite ensemble on regarde par quel bout on commence, et on essaye de faire les choses extrêmement simples pour pouvoir les rendre à la fois économiques, rentables de façon immédiate, et surtout que ça ne vienne pas chambouler l'organisation déjà existante qui souvent fonctionne très bien. Parfait, donc il faut essayer. Voilà, Yannick et ses équipes sont à votre disposition. Ils sont très accessibles et très pros. En tout cas, n'hésitez pas à les solliciter. Enguerrand, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? Oui, j'aurais un peu la même conclusion, c'est n'ayez pas peur de vous transformer. L'informatique n'a jamais été aussi proche de l'utilisateur final qu'aujourd'hui. Donc, pareil, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous exposer vos problématiques. On aura probablement une solution à trouver entre ce que vous avez déjà aujourd'hui dans votre panel de logiciels et ce qu'on peut apporter autour de ça.
Voilà, il ne faut pas avoir peur du numérique. Voilà, vous allez pouvoir y aller, soit tout seul, soit accompagné, avec des solutions simples, voilà, sans programmation. Et sécurisé également. Et oui, la sécurité. Voilà, merci à tous pour votre visionnage. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à l'équipe technique aussi derrière cet événement. Je remercie encore une fois Yannick et Enguerrand d'être venus ce matin. Et je vous dis à une prochaine fois. En tout cas, bonne continuation dans vos ateliers, dans vos entreprises. Au revoir.